Bonjour à tous, hein, donc, alors en quelques mots, comme le disait Edouard, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Thomas Cucchetti, je suis architecte solution chez Sedona depuis, ça fait quoi, 8 ans maintenant que je suis là, et j'ai un poste un petit peu de référent Elasticsearch chez Sedona de par mon parcours euh, et mes précédentes expériences. Donc je prêche la bonne parole en interne et en externe à ce sujet. Et donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui, on s'est tapé au code, ça va être de parler d'Elastic APM et de RUM, notamment. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben, déjà, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est l'APM, hein, on fait référence quand on parle d'APM. Ensuite, on s'intéressera plus particulièrement, du coup, à la solution présente dans la stack Elastic, qui est Elastic APM. On verra de quoi elle est constituée, comment la mettre en place, et qu'est-ce que ça nous permet de voir, hein, tout simplement déjà. Et puis enfin, à la fin, on mettra en place un petit peu de RUM, on verra ce que c'est exactement. On le mettra en place sur une application de démonstration et on verra un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on a à notre disposition dans la stack Elastic pour tout ça. Donc sans plus tarder, on va s'atteler à définir déjà ce que c'est que l'APM. Alors l'APM, l'acronyme APM a deux significations qui sont plus ou moins interchangeables, on va dire. Donc on parle d'Application Performance Monitoring ou d'Application Performance Management. Donc grosso modo, soit de supervision, soit de gestion de performance applicative. Donc l'idée, ça va être de mesurer ces performances et qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer avec ça? En général, on va pouvoir mesurer soit de l'infrastructure, hein, donc regarder un petit peu en termes de consommation de CPU, de RAM, etc. Soit on va s'intéresser plus à des applications, un back-end ou un front-end. Alors, l'idée de l'APM, c'est quoi? C'est de pouvoir répondre en fait à des questions toutes simples qu'on se pose régulièrement normalement dans notre métier. C'est de savoir est-ce que mon application ou mon site est fonctionnel et performant. Et dans le cas où ça ne l'est pas, donc si mon application ou mon site est en panne ou rencontre des lenteurs, pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là? Donc l'idée derrière ça, c'est que ça va nous permettre d'optimiser notre application, notre site, par une meilleure expérience utilisateur, parce qu'on va voir qu'il y a des lenteurs à un endroit et qu'on va peut-être pouvoir les corriger parce qu'on aura identifié ça. Soit en réduisant les coûts, parce qu'on se rend compte par exemple qu'en termes de consommation de ressources, on est très très en dessous de ce qu'on propose, de ce qu'on utilise comme machine, etc. On pourra downsizer un peu histoire de gratter un petit peu. Ça va nous permettre du coup de résoudre des problèmes de performance, puisqu'on va pouvoir identifier un petit peu ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, les points critiques de nos différentes applications. Et enfin, ça va faciliter la résolution d'erreurs, parce qu'on va pouvoir identifier à quel endroit exactement elles se situent, notamment quand on va avoir des systèmes un peu complexes à base de microservices, etc. Ce sera peut-être plus simple de voir ça si on identifie clairement dans une jolie interface avec quelque chose d'un peu user-friendly, plutôt qu'en allant chercher à la main dans les logs un peu partout. Donc, comment ça fonctionne l'APM? En règle générale, ça passe par l'installation d'un agent. Donc, ça, l'installation entre guillemets, hein, ça peut être la mise en place d'un jar qu'on va embarquer dans notre JVM en tant que Java Agent. Ça peut être le déploiement d'un service à côté, etc. Donc, en gros, on va avoir notre agent. Cet agent, il va récolter des données et les envoyer derrière à soit un service en SaaS ou un service qu'on aura déployé nous on-premise. Hein, y a pas de, ça va dépendre un peu des solutions, etc. Et on va à la fin prendre ces données qui sont envoyées par nos agents et les afficher dans une interface dédiée pour pouvoir les exploiter et en faire quelque chose. Alors en général, les solutions d'APM ne font pas que ça, hein, elles ont généralement des fonctionnalités supplémentaires. Typiquement, je vais vous dire un truc tout bête, la mise en place d'alertes. Par exemple, si je me rends compte que j'ai des transactions qui en moyenne dépassent, je sais pas, 4 secondes sur tel endroit, m'envoyer un mail ou un message dans Slack. Voilà, ce genre de choses qui permettent un petit peu d'étoffer la chose et de la rendre encore plus utile pour nous dans notre quotidien. Alors, pour parler un petit peu des acteurs principaux en termes d'APM, alors j'ai pas fait le truc global, hein, on va dire, on va se baser tout simplement sur le Gartner. Et là-dessus, en fait, on va dire que les identifiés en principaux, ça va être Dynatrace, forcément. C'est un petit peu le leader sur le sujet avec une solution qui est assez simple et complète, qui est dispo en SaaS ou on-premise. Mais alors, de ce que je sais, qui n'a pas de palier gratuit, en fait, on a une version d'essai, je crois, de 15 jours, mais il n'y a pas d'utilisation illimitée dans le temps de manière gratuite. Donc,
ça, c'est un point qui peut poser souci quand on veut essayer et pas juste 15 jours. On a Datadog aussi, qui existe, qui est du SaaS uniquement, qui a un APM un petit peu plus limité. C'est pas forcément son cœur de métier à Datadog. Et là, de la même manière, on n'a pas de palier gratuit. C'est pareil, c'est une version d'essai qui va durer, qui va avoir une durée limitée dans le temps. Au contraire du suivant, du challenger suivant, qui est New Relic, qui est une solution SaaS aussi uniquement, mais qui a la particularité d'être dispo gratuitement sur une durée illimitée par rapport, par contre, à un taux d'usage. C'est-à-dire qu'on a droit à 100 gigas de données traitées par mois, et je crois que c'est 5 utilisateurs, si je ne dis pas de bêtises, sachant que les utilisateurs, je pense que ce sont les applications qui envoient des données, donc, ou les agents qui envoient les données. Donc, grosso modo, on a quand même un usage un petit peu basique qu'on peut faire. On peut tester la solution gratuitement. Donc voilà, ça, c'est les grands acteurs. Alors, la stack élastique n'est pas forcément un acteur majeur de l'APM. Hein. C'est pas le sujet à l'instant T. L'idée, en fait, c'est de dire la stack élastique, en fait, si vous l'avez déjà chez vous, que vous avez déjà un cluster Elasticsearch qui tourne chez vous, en fait, vous avez des agents qui sont exploitables dans Kibana, qui est l'interface graphique. C'est une web app qu'on déploie à côté d'Elasticsearch pour pouvoir exploiter son cluster. Et en fait, vous avez juste à déployer des agents et à avoir accès tout de suite à des fonctionnalités d'APM de manière complètement gratuite, hein, pour les fonctionnalités principales. Alors, il me semble que sur la partie un petit peu machine learning, il y a potentiellement besoin d'avoir une licence avec un niveau un peu plus élevé, mais avec une licence basique, vous avez déjà accès à pas mal de choses. Donc c'est ce qu'on va voir, aujourd'hui. Voilà, c'est pas quelque chose qui va révolutionner l'APM. Hein. Il y a quand même des leaders dont c'est le cœur de métier, mais petit à petit, ça s'enrichit. Et comme dit, pour un coût d'opportunité quasi nul, vous pouvez mettre ça en place sur votre infra. Donc, on va s'intéresser, du coup, plus spécifiquement, puisque c'est le sujet de cet apérocode quand même, à l'APM élastique. Donc, cet APM élastique, il est constitué de 4 composants. Donc, il va falloir déjà forcément un cluster Elasticsearch. Il va falloir un Kibana, parce que ça va être toute la partie UI, et puis il y a du setup qui peut se faire par là. Donc, vous aurez besoin d'un Kibana qui est déployé. Vous allez avoir les agents APM qui vont être du coup utilisés pour instrumenter vos applications. Donc là, vous pouvez voir, on a 3 exemples pour une application Java, une application Go, une application Python. On va voir juste après, il y a d'autres agents qui vont du coup instrumenter vos applications et qui vont dialoguer avec une intégration APM élastique qui sera hébergée par un Elastic Agent. On va en parler un petit peu après. Donc en fait, ces agents, ils vont collecter les données, ils vont les envoyer à cette intégration APM qui va s'occuper de les valider, de les traiter, etc. et de les envoyer derrière dans Elasticsearch. Et Kibana s'occupera du coup de pouvoir vous rendre ça en termes visuels et de pouvoir exploiter ça. Il y a une certaine variété d'agents qui est déjà disponible. Hein. Il y a quand même de quoi faire. Donc entre du Go, du PHP, je ne vais pas tous les faire. Dire que les principaux et ceux qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être surtout l'agent Java et l'agent JavaScript pour la partie RUM. Et en fait, on va faire un petit aparté, juste quelques instants, pour parler de Fleet, qui s'occupe justement de toute la centralisation de la gestion des agents. Alors, les agents APM, mais pas que. Ça ne fonctionnait pas comme ça avant. Il y a une version legacy où on avait un APM serveur qu'on déployait à part. Là-dessus, il y a eu des changements. Je crois que c'est à partir de la version 7, si je ne dis pas de bêtises, Fleet, je crois que ça doit être 7.16. Enfin bon, grosso modo, à partir de la version 8, maintenant, c'est la version préconisée. Si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, vous allez avoir donc Fleet à mettre en place pour pouvoir mettre en place votre APM. Donc, comment ça se passe, Fleet? En fait, là, vous pouvez voir, on a une liste d'agents. Et vous voyez qu'il y a des onglets liés à des politiques. Et on la retrouve ici. Et en fait, c'est cette politique-là qui va vous permettre de gérer vos agents. Grosso modo, vous allez faire une configuration. Une politique, ça va être une configuration d'agents qui va pouvoir être appliquée après derrière à un ou plusieurs agents. Et dans cette politique, vous allez spécifier les intégrations que vous voulez embarquer dans vos agents. Donc, par exemple, si vous voulez avoir les données, par exemple, système hôte de l'agent, de l'endroit où est déployé votre agent, de la machine où est déployé votre agent, vous avez une intégration système, vous l'intégrez dans la politique d'agent et vous l'appliquez. Et derrière, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que les agents qui sont associés à une politique d'agent ont un système de polling où ils vont aller récupérer à intervalles réguliers, ils vont aller taper votre serveur Fleet pour savoir si la configuration a été mise à jour. Et si elle a été mise à jour, ils vont automatiquement récupérer la dernière version et se l'appliquer. Donc l'idée en fait derrière ça,
et là, David pourra me corriger si je me trompe, je crois qu'il est avec nous. L'idée, en fait, c'est de simplifier la chose, de ne pas avoir d'intervention humaine à faire pour que ce soit alors, à la main, là c'est vraiment à l'ancienne, mais même avec des choses type Ansible, des outils comme ça, de ne pas avoir à déployer les configurations manuellement. Là, il n'y a pas d'intervention humaine. En fait, vous modifiez votre politique d'agent et automatiquement, ils vont se mettre à jour et démarrer les intégrations que vous avez demandées, etc. Donc, pour faire fonctionner Fleet, il va vous falloir quand même, c'est le serpent un peu qui se mord la queue, il va vous falloir un agent avec une intégration spécifique qui est l'intégration Fleet Server. Donc ça, vous allez avoir votre agent que vous allez démarrer à part de votre setup. Vous allez lui indiquer qu'il faut qu'il utilise une politique qui a comme intégration Fleet Server. Et à partir de là, ce petit processus qui démarrait à part dans son agent à part, là-bas, à partir de votre artefact d'agent élastique, c'est lui qui va s'occuper de récupérer les polices, de les envoyer aux agents qui viennent s'enrôler, et à partir de là, du coup, de les mettre à jour quand ils viennent récupérer les nouvelles versions, sachant que les politiques, comme on voit ici, l'UI, elle est définie dans l'UI de Kibana, dans l'UI Fleet qui est dans Kibana, pardon, et elle est stockée dans Elasticsearch. Donc voilà, une fois qu'on a terminé ce petit aparté, on va pouvoir attaquer le dernier composant de l'architecture de la stack Elastic APM, c'est l'intégration Elastic APM. Donc cette intégration, du coup, il va falloir la déployer, comme on a vu avec Fleet, via une politique d'agent sur au moins un agent, qui va, lui, s'occuper justement d'être à l'écoute des données d'APM qui sont remontées par tous les autres agents. Donc, dans l'idée, vous voyez là, vous allez aller dans votre Kibana et vous allez définir que dans votre politique d'agent, vous allez vouloir rajouter cet Elastic APM. Vous allez configurer pour dire, voilà, je veux que ça écoute sur tel port, que ce soit telle URL. Et après, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité derrière de configurer ça au niveau de vos agents pour qu'ils viennent taper dessus. Le dernier point, évidemment, bah oui, c'est Kibana pour l'exploitation, puisque, comme dit, vous allez récupérer ces données, mais après, c'est bien beau, il faut pouvoir les utiliser. Donc là, dans Kibana, vous avez une section observabilité, et dans la section observabilité, vous avez une application APM qui va vous permettre justement d'afficher, d'exploiter les résultats qui sont remontés par vos agents. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, qu'on a une transaction, on a un appel post sur checkout, et vous voyez en fait tout le détail de tout ce qu'on appelle des spans, donc les différents composants, à quel endroit il s'est passé du temps dans votre application. Et donc, on va voir ça ensemble en vrai, hein, parce que les captures, c'est bien, mais c'est mieux de voir ça live. Donc, on va en appeler au jeu de la démo pour que tout se passe bien. Donc, pour notre démonstration, on a fait appel à quelques collègues. Donc, je les remercie si vous êtes là et que vous nous regardez, Guillaume, Mathias et Denis, merci pour votre aide. Ils ont fait une petite application de gestion de ROM. Donc, elle est disponible sur le GitHub de Sedona. Et on a fait un Docker Compose pour déployer tout ça localement. Alors, c'est pas anodin parce que, comme vous pouvez voir dans l'architecture, on va avoir un serveur Elasticsearch, une base de données MariaDB pour pouvoir aller stocker nos données. On a le Kibana et on a aussi le serveur Fleet qui est démarré directement avec une politique qui va bien pour pouvoir vraiment être un serveur Fleet, un agent avec la politique serveur Fleet. Et ça, c'est pas forcément trivial à mettre en place avec Docker Compose, donc n'hésitez pas à récupérer ce Docker Compose et à l'utiliser pour faire vos tests en local. Et au niveau instrumentation, qu'est-ce qu'on va instrumenter? On va avoir un petit front en SvelteKit qu'on appelait modestement le Awesome Front, qui va appeler une application Java basée sur Spring Boot, qu'on va commencer par instrumenter. Hein, ça va être la première qu'on va instrumenter, donc on va définir... on va lui rajouter l'agent APM et on va lui demander d'aller taper sur le serveur Fleet qui est configuré pour pouvoir commencer à avoir des données. Donc, je vais arrêter le partage et je vais pouvoir passer sur la partie application. Alors, il y a un effet magique. Alors, on va regarder très rapidement, juste pour que vous voyez au niveau du Docker Compose. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre interface, dans notre architecture? On retrouve donc notre MariaDB pour la base de données, notre Elasticsearch, le cluster, le classique sur le 9200. On a notre Kibana pour l'exploitation des données. Et on a, vous voyez, un Fleet Server. Donc, comme vous pouvez le voir, l'image à partir de laquelle c'est basé, c'est vraiment Elastic Agent. C'est un agent, ce Fleet Server. C'est juste qu'au niveau de la configuration qu'il va utiliser par défaut,
dans ce qu'on lui fournit. On lui fournit directement, vous voyez, tout ce qu'il faut pour qu'il ait accès à l'intégration APM serveur, APM intégration Elastic APM, pardon. Et donc, du coup, histoire qu'il soit démarré et que ce soit tout bon tout de suite. Donc, si on va voir dans... On va recharger pour vous montrer que c'est pas... Hop, alors, merci l'espace, mais non, merci. Donc là, vous êtes sur la page de votre Kibana. Et si vous allez voir au niveau de Management, vous avez une section Fleet. Et donc là, voilà, on voit qu'on a un agent qui est démarré et qu'il a une politique d'agent qui s'appelle Fleet Server APM. Alors, disclaimer, ce que j'ai fait, c'est pas forcément bien, mais c'est pour juste de la démo locale. Notre agent hein, qui a cette politique, il a non seulement l'intégration Fleet Server pour pouvoir justement s'occuper des agents, mais il a également l'intégration Elastic APM. Alors ça, c'est pas forcément conseillé, attention, hein, sur un déploiement plus de prod, un peu plus conséquent, etc. Le Fleet Server, c'est vraiment à part normalement. Bon, là, c'est juste pour des questions de facilité que j'ai groupé les deux. Donc, si on retourne sur la Home, on voit qu'on a une section observabilité et c'est là-dedans qu'on pourra voir la PM. Donc, première chose, on va déjà regarder rapidement l'application. Donc, on a notre Awesome Back qui est, alors, il n'y a rien de compliqué, hein, vous pouvez voir, hein, il y a un service, un contrôleur, un repo, une entité ROM. Donc là aussi, pour ceux qui connaissent, sinon je vous invite à aller voir un meetup Elasticsearch qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Il y a des annotations là qui sont plus liées à Hibernate Search, je l'ai mis tant qu'à faire. Comme ça, on exploitait un petit peu notre cluster Elasticsearch. Vous pouvez faire des recherches dessus. Mais sinon, après, voilà, c'est vraiment du basique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, on est sur du CRUD, un contrôleur tout simple. Sachant que, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de code spécifique à l'agent. Hein, vous voyez, il y a vraiment du code de base, hein, une application CRUD comme on les aime. Et alors, ce que j'ai fait, si on veut déployer notre agent pour instrumenter notre JVM, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour notre JVM, on peut très bien utiliser les JVM ARMS, donc avoir utilisé le -java agent au moment du démarrage de notre appli. Donc ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Hein. Au niveau de configuration, vous la fournissez derrière en paramètres également. Là, juste pour que ce soit plus utilisable, parce que les configurations IntelliJ de démarrage, même si je la committais, si vous utilisiez un autre IDE, vous n'étiez pas forcément en mesure de l'utiliser tel quel. J'ai pris le parti de mettre un petit listener au niveau du démarrage de notre application pour rajouter l'Elastic Agent directement là. Donc là, on en parlera après. Et créer un ROM, histoire d'en avoir un qui soit créé via le service pour avoir l'indexation et pour qu'il soit présent au niveau de notre moteur de recherche directement. Alors, donc on a bien notre ROM qui a été rajouté. Au niveau de notre appli, alors on va masquer ça, tout sinon, voilà. Au niveau de notre application front, rien de spécial, hein, vous allez le voir. On a une application SvelteKit relativement lambda. Voilà, on trouve des choses classiques pour ceux qui connaissent un peu SvelteKit. Donc on va juste le démarrer. Donc c'est rapide, hein, c'est SvelteKit. Et hop, on va recharger la page et normalement, voilà, c'est déjà rechargé. Donc là, vous voyez, on a notre interface, notre application, qui pour l'instant n'est pas instrumentée. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. On peut créer un ROM, on peut aller voir un ROM, on peut l'éditer. Voilà, on va monter, on va le mettre à 70 degrés parce qu'on est des bonhommes et que ça ne nous fait pas peur. Mais du coup, on va peut-être mettre un petit peu le prix quand même parce que vous connaissez. On le sauvegarde, donc voilà, c'est pris en compte, on revient. On peut faire un petit peu de recherche. Alors là, j'ai remis de la recherche exacte. Hein. Donc là, ça ne marchera pas tant que j'aurais pas mis voilà, Clément tel quel, ou vieux par exemple, en entier. Voilà, donc là on a notre application. Maintenant, on voudrait du coup voir ce que ça donne en termes d'APM. Donc, on va prendre ce que j'ai fait côté back. De toute façon, je suis dedans en fait. Et donc, on va décommenter tout ça. Du coup, on a le choix. Hop, on va devoir récupérer tout ça. Donc oui, en termes de dépendance, hein, pour pouvoir accéder à ça, évidemment, vous allez devoir ajouter dans votre dépendance. Donc là, on est sur du Maven. Vous allez devoir rajouter une dépendance sur l'APM Agent Attach pour qu'il soit disponible, hein, évidemment. Donc si on retourne
dans notre listener. On va créer juste une map avec la config. Donc là, c'est ce qui serait fait en argument pareil, hein, si on le mettait en Java Agent. On va mettre un nom pour notre service pour qu'il soit identifié comme étant le Awesome-Back. On va définir le package qui va être à surveiller. On va définir l'URL sur laquelle va être disponible notre intégration APM. Là, c'est juste parce que comme les certificats sont auto-signés, on va désactiver ça pour ne pas se faire taper sur les doigts par la partie SSL. Et là, ça, c'est uniquement une configuration pour que, en fait, au lieu d'utiliser automatiquement, alors là, dans le cas de String MVC, par exemple, il va vous mettre du dispatcher servlet, c'est pas forcément idéal. Là, on va vraiment utiliser le chemin, le verbe HTTP et l'URL utilisé comme nom de transaction pour l'identifier dans l'interface. Ce sera quand même plus intéressant. Et donc après, en fait, on a juste à démarrer en fait, notre agent, à l'attacher à la JVM avec ce petit morceau de code-là. Donc on va redémarrer notre appli et on va rien faire de plus. Il n'y a pas de code caché, c'est le seul code qui est relié à ça. Et encore, c'est parce que j'ai voulu que ce soit commité pour que les gens puissent le démarrer directement. Mais sinon, honnêtement, on n'aurait même pas d'intrusion de code agent dans notre application. Ce serait juste dans les paramètres de démarrage de notre appli. Donc là, on voit qu'au démarrage, on va le montrer quand même dans les logs. Il a fini le démarrage. Il a voulu démarrer donc notre agent en tant qu'AwesomeBack. Il vous met les différents paramètres que vous avez mis en termes de configuration. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut voir. Il vous répond que le serveur APM Elastic est disponible. Donc ça, c'est important parce que si vous n'avez pas cette trace-là, il n'enverra rien du tout. Enfin, il enverra, mais dans le vide. Donc là, a priori, c'est-à-dire que l'autre côté lui a répondu. Donc normalement, tout est bon. Donc maintenant, si on retourne sur notre appli, donc normalement, ça devrait toujours fonctionner. Voilà, ça nous montre toujours notre application. Et qu'on va cliquer un petit peu. Hein, donc là, évidemment, on va le remettre à 70 degrés. Ah, on va mettre 30 €. On va sauvegarder. On va se balader un peu. On va peut-être faire une petite recherche. Ah, une petite recherche. Et puis, parce qu'on cherche les ennuis, on va le supprimer. Voilà. Et maintenant, si on retourne dans notre Kibana et qu'on va dans la section observabilité, on va enlever un petit peu ça, sinon on ne voit pas bien. Si vous allez, vous voyez voir là sur votre côté gauche, vous avez une section APM. Et donc là, si vous regardez service, vous allez voir que d'un coup, on a un service qui est apparu qui s'appelle AwesomeBack. C'est le nom en fait qu'on a défini au niveau de notre agent dans la configuration. On voit que c'est un agent Java. Et vous voyez qu'on a, alors là, je n'ai pas défini l'environnement, mais j'aurais pu le mettre dans le config. Vous voyez qu'on a en fait la latence moyenne. Vous avez un petit graphe avec les transactions qui sont passées. Et donc là, vous voyez qu'on va retrouver en fait les différents appels qu'on a fait dans notre application qui sont représentés au niveau de cette section. Donc là, vous voyez, par exemple, on voit ma recherche, on voit la création, la mise à jour, la suppression, etc. Alors, vous avez une section impact là. En fait, cette petite barre, l'impact, c'est mesuré en multipliant le nombre de requêtes que vous avez par la latence moyenne, je crois. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'une requête qui n'est pas forcément très, très, très lente, mais qui est utilisée beaucoup de fois, comparé à une requête qui va prendre, je ne sais pas, 10 secondes, mais qui est utilisée qu'une fois, en termes d'impact, elle va vous être présentée un petit peu plus haut, celle qui est utilisée beaucoup de fois. Donc là, si on va voir, par exemple, notre recherche, et qu'on clique, on va avoir des informations sur ce type de transaction. Donc là, bon, on n'en a qu'une, hein, normalement, je crois. Non, un petit peu plus, il me prend les données d'avant, ce petit coquin. On va se remettre sur les 5 dernières minutes, peut-être. Voilà, parce que on aura peut-être un peu moins. Alors, du coup, si on regarde, on voit qu'on a le détail de notre transaction. Donc là, voilà, on voit qu'il y a eu un appel sur la route Run Search. Et on voit derrière que ça a tapé dans Elasticsearch, puis dans la base de données. Donc ça, pourquoi? C'est bien Elasticsearch, en fait, on récupère via Elastic. Mais par contre, derrière, il va aller matcher en BDD pour récupérer la version à jour. Et si on clique dessus, sur notre span, là, on a en fait la requête. On voit la requête qui a été passée. Donc c'est quand même intéressant d'avoir accès justement aux requêtes qui sont vraiment passées à Elasticsearch et d'avoir tout de suite l'information. De la même manière, si on regarde et qu'on clique sur notre BDD, on a la requête. Alors évidemment, on n'a pas les paramètres, hein, mais on voit les requêtes qui sont passées au niveau de notre base de données également. Donc là, on n'a pas eu d'erreur. On aurait eu une erreur. Typiquement, on aurait une trace
on aurait un petit bloc rouge là qui me dirait attention, ça ne va pas. Vous avez également, si vous voulez configurer, si vous avez un agent qui récupère les logs, vous aurez les logs qui seront affichés aussi. Vous avez les métadonnées de tout ce qui est envoyé par votre agent. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, il y a quelques infos quand même qui sont envoyées. Vous avez aussi, c'est intéressant, accès aux dépendances. Donc là, vous pouvez voir qu'on a 2 dépendances dans notre bac. On a Elasticsearch et MariaDB. Donc là, vous avez même le schéma de base qui va être tapé, donc le RAM Manager. Si on clique dessus, on n'a pas des informations extrêmement poussées, c'est normal, là c'est vraiment en termes d'interface. Hein. On va pouvoir suivre surtout le nombre de requêtes, la latence, le nombre d'erreurs, etc., voir qui c'est qui l'utilise. Mais c'est toujours intéressant de voir ça, parce que ça peut vous permettre de voir, par exemple, d'identifier que le problème vient de côté Elastic, ou vient côté Maria. S'agissant d'un agent Java, bah forcément on a une section sur la JVM. Donc là, vous avez déjà des petites infos en termes d'usage CPU, de HIP, etc. Hein, les grands classiques, le GC. Voilà, vous voyez un petit peu tout ça. Et un point qui est assez intéressant aussi, donc on a les logs, ça on en a parlé, il faudra avoir un agent avec les logs qui les remontent. C'est pas le sujet aujourd'hui. On a une petite service map qui nous permet de voir en fait visuellement en quelques instants. Bon là c'est tout simple parce qu'on a juste notre bac. Et qui nous permet de voir tout de suite voilà, que notre bac il a 2 dépendances, Elastic et Maria, celle qu'on retrouve évidemment dans la partie dépendance. Vous pouvez voir également que si on veut voir, pas par service, mais voir la liste des traces, on peut y accéder comme ça. Là, on va retomber sur les 2 onglets qu'on a vus. Donc là, vous voyez, on peut les trier par latence, etc. pour pouvoir les exploiter. Donc là, on l'a mis en place. Ça a été relativement simple, hein, on n'a pas eu grand-chose à faire. Et on peut commencer un petit peu à exploiter tout ça. Hop. Ah, j'ai même pas mis. Mais maintenant, on est bien prêt pour la suite. On est bien prêt pour attaquer le rhume. Donc, si on veut attaquer le rhume, et je vais peut-être changer de partage pour pas que vous ayez le picture-in-picture en même temps, parce que c'est quand même pas génial. Voilà, l'effet graphique est de toute beauté. Partager l'écran, fenêtre, le diaporama, tac. Donc maintenant, on va s'intéresser plus précisément à la partie rhume. Donc, bah déjà, évidemment, qu'est-ce que c'est le rhume? Qu'est-ce que ça veut dire? Rhume, c'est l'acronyme de Real User Monitoring. Donc là, l'idée, ça va être de suivre les interactions de l'utilisateur avec le navigateur web, avec votre site. L'idée, ça va être de renseigner vraiment sur l'expérience utilisateur réelle. Parce que là, quand on voit dans notre bac un appel, c'est l'appel tel que lui, il le voit arriver, et repartir, il répond. Mais on ne sait pas pour l'utilisateur final qui, lui, est dans l'application, dans votre site, qui est en train de taper, de savoir, bah, lui, combien de temps il a vraiment entendu au total avant que la page s'affiche, par exemple, ou que ça se mette à jour, etc. Alors, l'avantage du rhume, c'est que, comme pour l'APM, ça va vous permettre d'avoir côté front les goulots d'étranglement en termes de performance. Ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure connaissance de vos utilisateurs, parce que du coup, on va récupérer plein d'informations grâce au User Agent sur le navigateur, la plateforme, quel type d'appareil j'utilise, etc. Vous allez avoir aussi une meilleure information sur le parcours utilisateur pour comprendre comment votre application est utilisée, parce que typiquement, quand il va instrumenter la partie front, il va vous envoyer des informations sur un clic pour un bouton, un clic sur tel autre bouton, un clic sur un lien, etc. Et si vous configurez bien votre application, normalement, vous pouvez savoir, par exemple, si vous avez une fonctionnalité qui est utilisable par, je ne sais pas, 4 boutons différents à différents endroits de votre application, et vous les nommez comme il faut, vous pourrez voir à peu près à quel endroit c'est le plus utilisé, par exemple. Donc, ça vous permettra peut-être de mettre à jour l'UX de votre application, de votre site, pour que ce soit comme vous le souhaitez, ou pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et enfin, ça peut servir de mesure objective pour le SLA, puisque là, c'est vraiment les mesures telles que les vivent les utilisateurs réels. Hein. Ce n'est pas leur mesure côté back. C'est bon, nous, on a répondu en 1 seconde. Là, on est vraiment le côté end-to-end. On voit vraiment de bout en bout combien de temps ça a pris. Alors, pour Elastic APM et pour mettre en place le rhume, on l'a vu un petit peu plus haut dans la liste des agents. On a un agent JavaScript qui est là pour ça, pour la partie rhume. Hein. Il faut que ce soit activé au niveau de votre intégration APM pour que les informations elles soient récupérées. Hein. Donc ça, je vous le dis, mais par défaut, c'est le cas. Et si jamais vous faites un petit peu joujou avec la politique de la configuration de votre intégration APM et que vous désactivez ça, normalement, ça ne devrait pas très bien se passer. Donc voilà, juste vérifier ça au besoin si jamais vous avez des soucis. Après, au niveau de notre application,
On va tout simplement l'installer en tant que dépendance, hein, cet agent, hein, de la même manière que sur notre application Java, on avait rajouté dans Maven une dépendance. Là, on va l'installer avec NPM, par exemple. Et on va l'initialiser un peu à la manière de ce qu'on a fait dans notre Startup Listener côté back. On va l'initialiser dans le code de notre appli front. Voilà. Et donc, à partir de là, normalement, on aura, vous pouvez voir, on retrouve les mêmes informations. On va devoir donner un nom de service. On va devoir donner l'URL du serveur où tournera l'intégration APM. On peut définir l'environnement, etc., etc. Et donc, rien qu'avec ça, déjà, on va déjà avoir droit à pas mal d'informations, comme on va le voir dans la démo. Donc, ce qu'on va faire dans la démo maintenant, c'est qu'on va instrumenter notre Awesome Front avec l'agent et voir déjà, combien de temps ça nous prend, et deux, quel type d'informations ça va nous donner. Donc là, l'agent, de la même manière, on va le configurer pour qu'il aille taper sur notre serveur Fleet et sur notre APM intégration. Et normalement, on va voir côté Kibana apparaître un nouveau service dans la liste APM qui, en plus du Awesome Back, sera le Awesome Front. Alors, hop. On va retourner dans l'IntelliJ. Donc là, nous, dans notre application Awesome Front, on l'a mis à cet endroit-là. Je vais commenter tout ça. Donc vous allez voir, hein, c'est ce qu'on a mis sur le slide avec ceci en plus après. Pour l'instant, on ne va pas spoiler, on va juste laisser ça. Donc là, vous voyez, on retrouve les informations qu'on avait données. L'agent est déjà installé avec NPM, hein, donc il n'y aura pas besoin de changer grand-chose. On va vider un peu tout ça. On va aller voir, on va masquer ça, sinon on ne va pas s'en sortir. Dans le terminal, là on s'est redémarré, mais par acquis de conscience, je vais reboot. Voilà. Et donc, maintenant, si on retourne sur notre application, donc là, normalement, notre Clément, il devrait être revenu. Ah, j'ai pas redémarré le bac. Je vais redémarrer le bac pour qu'il me recrée parce que ce sera rapide et au moins ce sera fait. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, il nous démarre notre agent. L'application a démarré. Rajoute-moi mon petit ROM, s'il te plaît. Voilà. On démarre ça et hop, on a accès, comme tout à l'heure, à notre application. On va faire joujou. Hein. On va se balader un peu. On va chercher un peu. On va enlever peut-être le client. Enlever. On va revenir là. On va cliquer sur ce bouton-là. Clac, clac, clac. On va essayer de faire un peu des interactions. On va l'éditer. Cette fois, on va le descendre un peu parce qu'on est un peu fatigué à force de boire du rhum à 70 degrés. Là. Voyez le bouton, il est là. Et voilà. Et donc là, normalement, côté APM, si on va dans Service, voilà, on voit apparaître un agent, donc identifié comme étant agent JS, et avec le nom de service qu'on avait donné, à savoir Awesome Front. Donc si on clique sur cet Awesome Front, on voit qu'on a alors un identifiant de transaction, donc là on a juste la route sur le /ID, parce qu'évidemment on n'a pas fait grand chose, et qu'on ne voit pas beaucoup de choses différentes, mais par contre, voilà, quand on descend un petit peu, on peut voir par exemple que là, sur cette requête, on a pris 776 millisecondes. Et là, par contre, on est vraiment entre le moment où il y a eu le début de l'interaction et le moment où il a terminé son travail. Donc là, vous pouvez voir, on a les différents composants qui sont affichés. On a le composant front et on a le découpage entre les différents types de tâches, le browser timing, le log task, le fetch. Donc là, le moment vraiment où il est allé taper notre back-end. Et on peut voir donc localhost RAM search. Donc là, il a fait une recherche. Donc vous voyez, on retrouve à peu près le même style d'affichage que ce qu'on avait pour notre agent Java, sauf que là, évidemment, on n'a pas de données liées à comment ça s'appelle, à la JVM. On n'a pas d'onglet JVM, puisque on n'est pas dans le planning JVM. Et si on va voir un petit peu du côté des traces, vous voyez qu'on a des clics. Et donc, si vous mettez un attribut name qui est renseigné, vous allez avoir l'attribut qui va être indiqué au niveau de votre trace. Si vous ne le mettez pas, vous allez juste avoir quelque chose comme clic A. Donc, par exemple, donc là, c'est pas forcément idéal pour vous y retrouver. Donc là, ça vous incite aussi à fournir ces informations pour vous y retrouver. Là, vous voyez, on a fait un back to list, on a un search input, on a édité depuis la liste, donc le petit bouton stylo. Voilà, on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a eu. Et on voit aussi qu'on a les traces côté back. Parce que là, comme vous avez vu, le souci qu'il y a, c'est que dans notre transaction, hop là, elle est là, pardon. Dans notre transaction, là, quand on regarde, on a juste l'appel là, mais on n'a pas plus d'infos que ça sur ce qui se passe côté back. Alors, effectivement, si on va voir côté back, normalement,
on va retrouver, voilà, on va retrouver un search qui va correspondre à peu près au même moment, voilà, qui va ressembler. Alors, ça va être, lequel c'est au niveau de la distance. Je ne sais pas exactement lequel c'est, bon, ça va être un du lot. Et on va retrouver en fait ce système-là. Mais bon, si vous regardez là, que vous allez voir dans Service Map, vous voyez que votre front et votre back, ils ne sont pas liés. Alors qu'en fait, nous, on sait qu'ils sont liés, puisque là, en fait, quand il va taper sur localhost 8080, bah, c'est le port de notre awesome back. Donc en vrai, notre front et notre back, ils sont liés. Et on aimerait bien tout avoir en une fois. Et donc ça, en fait, ça se configure avec ce qu'on appelle, du distributed tracing. Donc ça passe en fait par le fait d'avoir dans nos requêtes qui sont envoyées un header qui va s'appeler transparente, qui va permettre en fait de passer l'ID de transaction de notre APM au composant suivant. Donc, comment on va le mettre en place? Donc là, si je regarde par exemple, on va faire un petit coup d'inspecter, et qu'on regarde au niveau de notre network, par exemple, si je clique là-dessus, vous voyez, on a un fetch là pour récupérer notre info, mais on n'a rien de plus. Si je retourne sur le back, il va nous faire une recherche sur avec le champ name vide, voilà, mais sans plus. Au niveau XHR, on n'a que ça, on a un event à chaque fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le distributed tracing, et une fois qu'on aura fait ça, ce qui va se passer, c'est que notre agent il va envoyer une requête pré-flight, justement pour vérifier si le distributed tracing est activé. Donc, ça, on va décommenter ça. On va lui dire que les origines autorisées pour faire ça, ben, on va mettre notre back, qui est le localhost 8080. On va lui demander de propager le trace state pour que justement il fasse tout ça. Donc là, si on clean ça et qu'on clique là, vous voyez que tout de suite, là, voilà, au niveau de notre requête, la requête 1 tout à l'heure qui nous permettait de faire notre fetch pour récupérer, là, juste avant, on a une requête. Alors, on va enlever ça, on va le voir. On a une requête pre-flight, là, voilà, qui est apparue, comparé à tout à l'heure. Et si on clique et qu'on regarde dans les voilà, dans les response headers, on voit qu'on a du transparent et du trace state. Et donc à partir de là, quand il va taper, normalement, on va retrouver dans le request header, voilà, ces infos-là, qui vont permettre en fait de faire le lien entre le front et le back. Donc, on va refaire un petit peu on va rejouer un petit peu là-dedans, histoire de pouvoir tester un petit peu tout ça. Vieux. Oh. On va peut-être l'éviter, on va mettre des bouteilles de 2 litres, parce que nous on met 2 litres. Pas peur, on va monter le stock, on va dire qu'on en a 500. Beaucoup de litres. Et on va revenir là. Allez, un petit clic encore, ça coûte pas cher. Et maintenant, si on retourne sur la partie service et qu'on regarde dans les service map, pardon, hop, vous voyez, hop, il y a un lien qui s'est fait entre notre front et notre back. On n'a plus l'appel à localhost 8080, il a de lui-même, il a compris, donc au niveau de notre map des services, on va pouvoir avoir le front qui parle avec le back, qui après lui parle avec Elastic et MariaDB. Alors cette map, là, on a un cas tout simple, puisqu'on a juste une application front qui tape un back. Il faut s'imaginer, si vous avez une architecture microservice avec plein de services différents, ça va vous permettre en un coup d'œil de voir un petit peu qui dépend de quoi, qui appelle qui, et de voir tout ça. Donc ça, déjà, c'est chouette de le voir au niveau de la service map, mais là où c'est plus chouette encore, c'est que si on regarde sur... Alors on va vraiment restreindre aux dernières minutes. On va descendre peut-être à 3 minutes, histoire de ne pas avoir des choses qui datent d'avant. Et qu'on va voir dans nos traces. Alors, évidemment, j'en ai pas. Ça n'a pas marché là-dessus. Alors, c'est bizarre que je l'ai pas. Est-ce que ça va être l'effet démo ou ça n'a pas encore été traité, parce que ça prend un petit peu de temps aussi à le traiter. Tac, tac. Update-moi ça. Non, j'ai qu'une trace. Alors, on va aller voir les autres traces. Côté front, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Search Input? Hop, vous voyez que là, déjà, on n'a plus, quand on fait cet appel, quand on fait ce clic, on voit apparaître au niveau là du composant, on voit apparaître la partie awesome back. Donc là, il fait le lien, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de naviguer entre le service front et le service back pour faire le lien entre les requêtes, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Là, on a d'une seule traite, à partir du clic côté JavaScript, on voit qu'il y a eu un appel
sur cette route-là, on voit que ça a tapé derrière dans Elasticsearch. Et on a même la requête. Donc là, vous voyez, j'ai fait, quand j'ai commencé à taper tout à l'heure avec le C, on voit qu'on va même jusque-là. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir le trajet complet de ce qui a été fait depuis le front vers le back, revers le front. Et à ce niveau-là, là, on est vraiment à un niveau où on peut commencer à bien voir les choses et vraiment exploiter. Donc là, je vous ai montré les traces de notre service. Alors quelle heure il est? Oula, je vais peut-être pas trop dépasser. Très rapidement aussi, pour parler du rhume, vous avez aussi un dashboard qui est disponible du coup, et qui est là et assez intéressant plus au niveau user experience. Là, vous allez vraiment avoir les chiffres pour tout ce qui va être chargement de page médian, combien de temps qui est pris côté back, côté front. Vous allez retrouver la distribution des temps de chargement, le nombre de vues, et c'est assez intéressant aussi. Vous allez avoir le détail, comme je vous disais tout à l'heure, des plateformes, des browsers utilisés, et vous avez même la possibilité d'avoir le temps de chargement au niveau géographique, ce qui peut être intéressant aussi par rapport à ça. Et vous avez évidemment la liste d'erreurs, donc là j'en ai pas mis. Je pense qu'on va être peut-être un peu juste en temps vu l'heure qu'il est. Donc je ne pourrais pas vous en faire des petites erreurs en vrai. Mais voilà. Donc du coup, on a mis en place du rhume, hein, on a mis en place de l'APM, on a instrumenté notre back, notre front, on a mis en place du tracing distribué. Et donc maintenant, on peut commencer à travailler sur notre action. Bon là, ça y est, les 5 dernières minutes, elles sont déjà passées. Ça va très vite, on va mettre 15 minutes. On va peut-être plus d'infos. Voilà, alors on est sur les anciennes, évidemment. Et si on se balade un peu, on va voir que là, avant, on avait tout ça. Et petit à petit, normalement, ah ben non, j'arrive toujours pas. Décidément, cette transaction, elle ne veut pas, c'est l'effet des mots. Tant pis. Et donc, on sera tout bon là-dessus. Je vais revenir sur le partage d'écran. Hop. On va couper ça. Et on va repartager la présentation. Hop. Hop. Et voilà. Donc, en conclusion, bah, vous avez pu voir, hein, c'était pas la mise en place des agents une fois que notre fleet serveur est dispo, que la PM intégration est démarrée, etc. C'est quelque chose qui est vraiment assez rapide. Vous avez la possibilité de définir des transactions ou des spans personnalisés. Alors là, par contre, il va falloir dans votre code aller les déclarer hein, pour ça. Mais ça peut vous permettre justement de faire des choses un petit peu plus fine-tunées, parce que là, on est vraiment sur l'instrumentation automatique. On n'a absolument rien déclaré dans notre code, hein, vous avez pu le voir. Pour la partie rhume, donc là, je vous ai montré le fonctionnement avec Svelte-Kit, avec l'agent de base. Il faut savoir qu'il y a des intégrations spécifiques hein, pour les gros frameworks type React, AngularVue. Donc, pas de souci. Hein, sinon, de toute façon, on peut revenir sur un truc de base. Mais là, au moins, c'est vraiment fait pour. De la même manière, pour les agents APM, vous avez un support des différents frameworks qui se fait. Alors, pour tout vous dire, on avait fait, au début, j'avais lancé mes collègues en disant, bah tiens, allez, faites-le en Quarkus. Et en fait, l'instrumentation de Quarkus, elle n'a pas fonctionné. J'ai pas eu le temps de creuser plus que ça, donc j'ai basculé sur du Spring Boot. Mais il faut aller voir, vous allez voir dans la documentation de l'agent, et il vous indique en fait ce qui supporte en termes d'instrumentation. Sur les gros frameworks, en général, c'est bon. Je pense que Quarkus, c'est bon aussi. Et sinon, au besoin, l'ElasticAPM supporte le standard OpenTelemetry. Il me semble qu'on peut l'utiliser aussi depuis Quarkus, donc j'aurais pu passer par là pour faire ça. Si jamais l'instrumentation a trop d'impact sur les performances, vous avez possibilité de réduire un petit peu les choses en termes d'impact en désactivant par exemple certaines instrumentations ou en réduisant ce qu'on appelle le sampling d'Airket, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer 40% d'Airket, vous décidez d'en récupérer que 5 ou 10%. Alors, on n'aurait pas forcément la vue de tout ce qui se passe, mais on va dire que sur un sous-ensemble, ça vous permettra déjà d'avoir des informations. Et sinon, je vous invite à aller voir, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir sur YouTube hein, la vidéo du Meetup ElasticFR, donc big up à eux, sur le dernier Meetup qui a eu lieu, je crois, il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça maximum. Et donc la vidéo est disponible. Elle vous parle aussi d'ElasticAPM, et là c'est plus en plus sur la partie log pour avoir les logs intégrés aussi dans Kibana et pouvoir justement avoir un accès complet aux informations. Donc là, je vous invite à aller voir, hein, c'est dans le prolongement sur le même sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à aller voir aussi les autres vidéos qui sont chouettes, qui vous permettront aussi
d'apprendre des choses. Voilà.
je suis disponible pour des questions. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de regarder dans l'interface. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions. Merci Thomas. Ce que je te propose, c'est que je vais te lire les questions, comme ça on va Allez, répondre, vas-y. en live. On avait une première question de M. Broutin qui est: est-ce qu'on peut considérer Google Analytics comme un APM? Est-ce qu'on peut considérer Google Analytics comme un APM? Alors, je ne sais pas si c'est un APM pur ou si c'est juste du rhume, en fait, hein, parce que Google Analytics, vous allez avoir la partie front. Hein. Vous n'allez pas avoir le back. Donc, oui, ça peut être en partie pour la partie front. Après, voilà, c'est pas forcément le cœur de métier du truc, c'est plus, on va récupérer des informations qui vont se chevaucher, et je suis pas persuadé qu'on puisse parler d'APM dans le cas de Google Analytics. Est-ce que tu connais un APM français? Un APM français. Alors, je t'avoue que dans la liste des APM qui existent, on va dire en dehors de Elastic et des grands, il me semble pas en connaître, mais je pense qu'il doit y avoir une solution d'APM française, hein, une solution souveraine. Mais malheureusement, là, comme ça, j'en ai pas qui me vient l'idée. Ok, bon. Regarde aussi. On regardera ça. Le P de APM correspond à Pilato. Alors, c'est la question la plus importante d'ailleurs des questions. Ouais. Est-ce que c'est bien le cas ou pas? Non, malheureusement, non, comme vous avez pu voir, c'était lié plus à la performance. Hein. Par contre, il y a une question qui est intéressante juste au-dessus de M. Broutin. Monter cette solution from scratch prend combien de serveurs et combien de temps? Alors, en soi, c'est pas forcément très compliqué. Moi, quand je vous ai parlé en fait de complications, c'était dans un contexte précis, c'était le contexte Docker Compose, pour que ça démarre avec tout ce qu'il faut comme il faut, que ça arrive bien à communiquer. Mais en fait, en soi, il n'y a rien de monstrueux pour le mettre en place. Il va vous falloir quoi? Il va vous falloir votre cluster Elasticsearch. En local, ça peut être un nœud, hein, ça suffira. Après, dans un contexte un peu plus entreprise, quand vous allez commencer à avancer sur les choses sérieuses, vous allez mettre en place un vrai cluster, donc au moins avec 3 nœuds. En termes de temps, en soi, vous avez vu, hein, c'est pas très long. En gros, vous allez démarrer votre cluster Elasticsearch, vous allez installer votre Kibana, quelque chose aussi assez rapide. Vous allez démarrer votre agent Fleet, et après, il va y avoir un petit peu de configuration pour faire votre policy Fleet Server et configurer votre APM intégration également. Donc, en soi, il n'y a rien de monstrueux, hein, je veux dire, sans avoir une connaissance très poussée d'Elasticsearch. La documentation, et alors je ne l'ai pas trop montré, mais là-dessus, Kibana est assez intéressant, c'est-à-dire que quand vous allez voir rajouter des choses, il va vous guider. Vous allez avoir toute